milliards de dollars, c'est la somme que l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis entendent allouer à l'Égypte. L'annonce a été faite hier à l'ouverture de la conférence économique internationale. Les protagonistes de la crise libyenne ont rendez-vous mercredi prochain pour la poursuite des négociations. Elles devraient d'ici à là faire part de leurs exigences. Enfin, la France et le Japon ont signé vendredi un accord cadre pour le développement conjoint d'équipements de défense. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information que nous allons démarrer par le Burkina Faso. Une commission de réconciliation a été officiellement mise en place vendredi dans ce pays. Son rôle, enquêter sur des crimes du régime de Blaise Compaoré. Cette commission s'intéressera notamment aux crimes économiques et de sang commis sous le régime Compaoré, sans toutefois se substituer à la justice. Elle est composée de 36 membres choisis de façon paritaire par le président Michel Kafondo, le premier ministre Isaac Zida, le président du Conseil national de la transition et le Parlement intérimaire. Le 15 avril prochain, les Togolais se rendront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Faure Gnassingbé, le président sortant dont la candidature a été validée par la Cour constitutionnelle, va tenter de briguer un troisième mandat. Reportage. Le 15 avril prochain, les Togolais éliront un nouveau président de la République. Faure Gnassingbé, président sortant et candidat, va tenter de briguer un troisième mandat controversé à la tête de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. C'est autour de ce que le président doit pouvoir faire et pour que ça témoigne de l'attachement que les populations ont pour sa politique et son projet de société. En face, Jean-Pierre Fabre fait figure de principal opposant pour l'élection présidentielle. En campagne dans le centre du Togo, il axe sa campagne sur l'exaspération politique des citoyens. La famille Gnassingbé règne sur le pays depuis 48 ans, après le coup d'État du général Eyadema en 1967. Le principal enjeu, c'est le changement. C'est la nécessité pour les Togolais de changer de régime, d'en finir définitivement avec le système Gnassingbé qui, par ruse, par la violence, se maintient au pouvoir. Un discours qui fait mouche dans les rues de Lomé, la capitale du Togo, d'autant que la colère monte après la décision en juin 2014 du Parlement de rejeter un projet de loi pour limiter le nombre de mandats présidentiels. Comment une même famille peut nous diriger plus de 50 ans et nous n'allons pas vouloir le changement? C'est impossible. L'homme ne peut pas vivre comme ça. Être dirigé par des mêmes personnes chaque année, c'est pas possible. C'est ça que tout le peuple togolais attend. Que la famille Gnassingbé quitte le pouvoir pour que le Togo change. Pour faire venir les bailleurs de fonds pour créer les sociétés, pour que le Togo sorte de ces impasses. Autre sujet de mécontentement, le fichier électoral. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme réclament des réformes, accusant le gouvernement de bourrer les urnes avec de faux ou défunts électeurs. Pour moi, au Togo, on ne saura arriver à faire partie de ce régime que par des élections libres, démocratiques et transparentes. Sinon, pas la rue. La victoire de l'opposition est loin d'être acquise. 3 autres candidats sont en lice pour la présidentielle qui se joue lors d'un scrutin à un seul tour. Des élections qui s'annoncent donc sous haute tension et qui risquent de réveiller les violences de 2005 qui ont fait près de 500 morts. L'Égypte était vendredi sous les feux de la rampe avec la conférence économique internationale destinée à attirer des capitaux étrangers. La rencontre visait aussi à asseoir le pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi. Dès l'ouverture de la rencontre, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis ont annoncé 12 milliards de dollars pour l'Égypte. Égypte, l'avenir. C'est autour de ce thème que s'ouvre cette conférence de relance de l'économie égyptienne.
Initialement ouverte juste aux ministres des Finances et aux patrons de grands groupes internationaux, des invités de marque, comme les chefs de la diplomatie américaine et britannique, y sont finalement attendus. La conférence a 3 buts. D'abord, placer l'Égypte sur la carte internationale des investissements. Ensuite, proposer des projets spécifiques aux investisseurs. Et enfin, réagir aux besoins de ces derniers pour prendre en considération leurs besoins. C'est ce que nous faisons ici. Cette conférence qui s'ouvre à Sharm el-Sheikh, station balnéaire du Sinaï, en bordure de la mer Rouge, présentera bien des projets novateurs. Mais dans l'ensemble, les contrats et projets qui y seront signés ou annoncés sont pour la plupart déjà sur les rails de longue date. Je suis très optimiste. Je suis venu ici comme si j'assistais à un mariage. Oui, je suis un homme émotif, mais je suis aussi un homme qui a recours à son cerveau. Le pays a été freiné pendant 4 ans sans investissement et il a soif. Seulement, tout ce rêve, tout cet engouement pourrait être contrarié par les attentats meurtriers quasi quotidiens revendiqués par des djihadistes et visant la police et l'armée en général. Des dispositifs sécuritaires appropriés sont toutefois mis en place. Pour la noble cause au cœur de cette conférence, le président Al-Sisi se prépare à promulguer une loi pour faciliter les investissements. Les autorités espèrent atteindre un taux de croissance de 4,3% pour l'année 2015-2016 contre 2% de moyenne sur les 4 années qui ont suivi la révolte de 2011. Les négociations se poursuivent entre les protagonistes de la crise libyenne. La prochaine rencontre sous la houlette de l'ONU devrait se tenir la semaine prochaine. Les deux parties ont demandé du temps pour mieux s'organiser et faire part de leurs exigences. L'émissaire onusien Bernardino León, qui mène les négociations entre les parlements rivaux libyens, a annoncé ce vendredi aux partis le report du dialogue à mercredi prochain. C'est ce qu'a communiqué Mohamed Sharif El-Ouafi, membre du Parlement internationalement reconnu de Tobrouk. Cette affirmation n'a toutefois pas été confirmée pour l'heure de sources onusiennes. Monsieur León a décidé de reporter les pourparlers en réponse à la demande des membres du Parlement et afin que nous soyons sur une bonne base et que les questions évoquées soient bien étudiées et sans précipitation. Aujourd'hui, nous avons presque clôturé les pourparlers du deuxième tour à Chirat. Nous attendons les membres du Parlement qui vont peut-être revenir la semaine prochaine. La prochaine séance a été fixée à mercredi prochain. Parallèlement, les membres du Congrès général national ont quant à eux fait part de leurs inquiétudes. Au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avons présenté à M. Bernardino León, l'émissaire onusien, une question écrite où nous demandons à la délégation des Nations Unies de clarifier officiellement sa position sur la nomination par les personnes rassemblées à Tobrouk du criminel de guerre Khalifa Haftar à la tête de leur armée. La reprise des négociations au Maroc a notamment pour but d'arracher un accord sur un gouvernement d'unité nationale. Des pourparlers avaient déjà eu lieu le 11 février à Ghadamès, dans le sud libyen. Les premiers du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Livré aux milices depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011, après 8 mois de révolte, la Libye est le théâtre de combat entre les différentes factions, mais aussi entre milices et forces pro-gouvernementales. Elle est en outre le théâtre depuis des semaines d'attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique qui contrôle des pans entiers de territoire en Syrie et en Irak. Aux dernières nouvelles, la prochaine rencontre entre les protagonistes de la crise libyenne aura lieu jeudi prochain sous la houlette de l'ONU et cela se passera au Maroc. Signature hier vendredi d'un accord cadre pour le développement conjoint d'équipements de défense. La France et le Japon ont ainsi fait un pas de plus dans leur partenariat d'exception, un volet militaire qui s'ajoute à un renforcement de leur coopération politico-diplomatique en matière de lutte contre le terrorisme. La validation de plusieurs angles de collaboration s'est effectuée lors d'une réunion dite 2+2 dans la capitale nippone entre les autorités françaises et celles japonaises.
Le clou de ces avancées a été la signature d'un accord intergouvernemental sur le transfert des équipements et de technologies de défense. Cet accord devrait être suivi le plus vite possible d'un accord de logistique et approvisionnement jugé indispensable. Le Japon, d'ailleurs, est en Asie le pays avec lequel la France a mis en place au plus haut niveau un tel dialogue politico et de défense. Cela illustre le niveau exceptionnel de confiance qui fonde notre partenariat sur la base de valeurs partagées et d'intérêts communs. Tokyo a quant à lui à cœur de prouver le bien fondé de son action dite de pacifisme actif, chère au Premier ministre conservateur Shinzo Abe. La signature d'un accord de développement conjoint d'équipements de défense constitue une avancée concrète dans le domaine militaire. Cette réunion a été couronnée de succès. Un comité de transparence sur leur politique mutuelle d'exportation de moyens militaires avait auparavant été mis en place par les deux pays afin d'éviter les malentendus, notamment lorsque Paris vend des équipements à la Chine. La menace que représentent les groupes terroristes est inquiétante. Le Japon et la France ont ainsi décidé de mieux partager leurs connaissances et pratiques pour faire face à ce fléau. Nous sommes deux pays maritimes. Nous avons tous les deux ce type de menace. Nous avons tous les deux des entreprises de haute technologie dans ce domaine. Mettons-les ensemble à travailler pour avoir une solution technique qui soit gagnante-gagnante. Cette rencontre sera en outre suivie samedi de réunions distinctes, dites de dialogue stratégique. Les ministres des Affaires étrangères en tiendront une à Sendai, au nord-est du Japon, en marge d'une conférence internationale sur la prévention des catastrophes naturelles organisée par les Nations Unies. Aux États-Unis, la ville de Ferguson est à nouveau sous tension après des tirs contre des policiers suite à une nouvelle manifestation jeudi soir. S'exprimant plus tard à la télévision, le président américain Barack Obama a estimé que ces tirs étaient inexcusables, rappelant que ceux qui ont manifesté l'ont fait pacifiquement. Les policiers du Missouri et du comté de Saint-Louis ont été chargés du maintien de l'ordre. La ville de Ferguson, théâtre de manifestations depuis qu'un jeune noir a été tué le 9 août 2014 par un policier blanc, a connu un regain de tension dans la nuit du jeudi après que 2 policiers aient été blessés par balle à la fin d'une manifestation antiraciste. Cette attaque a eu lieu après le rassemblement de quelques 150 personnes devant les locaux de la police. Les manifestants entendaient saluer la démission quelques heures plus tôt de Thomas Jackson, le chef de la police de Ferguson, qui avait été accusé il y a une semaine dans un rapport accablant du ministère de la Justice de pratiques racistes quasiment routinières. Nous sommes venus ici pour nous assurer que nous sommes tous liés et que tant que nous ne reconnaîtrons pas l'humanité de chacun, nous ne pourrons pas penser nos blessures. Nous refusons d'arrêter, nous refusons de laisser l'ennemi gagner cette bataille. Plus de 200 jours plus tard, nous sommes toujours debout et nous n'avons pas oublié où nous nous tenons, sur un rocher solide. Alors que la manifestation se dispersait vers minuit, 3 ou 4 tirs ont été lancés à environ 150 mètres de distance contre la ligne des quelques 40 policiers toujours stationnés devant le poste de police. Cette attaque a fait 2 blessés. Notons qu'une série de 5 démissions en cascade plus un licenciement avait suivi la publication de ce rapport. La démission du chef de la police de Ferguson, intervenue mercredi, était depuis longtemps demandée par les militants des droits civiques. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une très belle journée en compagnie des programmes de Sika. Au revoir.